Comment merger sa paire en 10 secondes? Avez-vous essayé les Mob Code Review? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut Canté, je suis ravi d'être à Dijon aujourd'hui. Je suis développeur chez Neosoft, je suis fan de craft, adepte de DDT et formateur. Les pull requests, ou les merge requests, c'est ce que je vois le plus souvent comme mode de code review dans les équipes. Ce qui me surprend parce que c'est un mode de code review qui vient de l'open source. Ce sont des longues conversations asynchrones qu'on fait sur des outils type GitHub, GitLab. On fait tous comment ça marche, on ouvre une PR, on attend que nos collègues veuillent bien les relire, ils font des commentaires, on essaie de répondre, parfois on se comprend pas. On échange, et ce qui fait que c'est quelque chose qui va nécessiter quand même pas mal de context switching lors du process de code review. En général, moi je vois souvent, il faut 2 validations avant de pouvoir merger. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une partie de l'équipe qui va relire le code. De plus, on se retrouve parfois à devoir livrer rapidement des choses, ce qui fait que la validation va se faire rapidement et on va pas vraiment bien relire le code. Parce qu'on va être pressé, plus pour merger, livrer, tester, que vraiment l'idée même du code review. C'est un processus qui est généralement assez long. Pourquoi? Parce que les devs en général, ils aiment pas trop ça, faire les code review. Donc on se retrouve très souvent avec une colonne, des tickets à review qui grossit. Il faut un peu râler pour que les gens se disent ok, on a une grosse colonne, ça avance pas, il faut qu'on s'y mette. Ce qui fait que entre le moment où on ouvre une PR et le moment où elle va être fermée, il peut se passer des jours, voire des semaines. Ensuite, tout ce qui est pour le reste, c'est de l'écrit. Et contrairement à l'oral, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas dedans, ce qui fait qu'on a souvent des incompréhensions dans ce qui est écrit, soit on surinterprète, soit finalement on prend complètement de travers. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des correctifs et finalement on me dit non, c'est pas du tout ça qui avait été demandé. Donc on perd un peu de temps. Pire, parfois on peut avoir des commentaires qui sont violents voire agressifs et ça va créer des tensions et ça va créer un peu de conflits, des mauvaises ambiances dans l'équipe et ça c'est un peu dommage. Qu'est-ce que j'appelle le mob code review? C'est le fait de relire le code de toute l'équipe, toutes et tous ensemble en même temps. Donc en version courte, pour merger une PR en 10 secondes, c'est relativement simple. Il suffit d'ouvrir votre pull request, de la valider, de la merger, d'aller prendre un café, un thé ou n'importe quoi, prendre pause. Mais pour pouvoir faire ça nécessite que ce qu'on fait au moment où on ouvre une PR, en général, il faut que tout ça ait été fait avant. Donc en version un peu plus détaillée, comment moi j'avais mis ici en place dans mon équipe. J'ai été précédemment tech lead sur le site de billetterie de Roland-Garros, et notamment sur la refonte du tunnel de vente. J'étais en charge du recrutement de mon équipe, et donc parmi les critères que j'avais personnellement pour recruter les différents devs de mon équipe, je voulais des gens qui soient ouverts au craft. Je voulais pas forcément des devs qui aient des connaissances pointues ou qui aient des pratiques déjà très aguerries, mais je voulais des gens qui s'y intéressent et qui disent ok, pourquoi pas, essayons de tester, essayons d'apprendre des nouvelles façons de faire. C'est comme ça que j'ai recruté mon premier dev. Donc on était 2, on s'entendait très bien. Ce qui fait que l'essentiel du temps, on faisait du pair programming. On dit souvent que le pair programming, ça permet de faire du code review au fil de l'eau. Moi, j'ai un cerveau qui est plutôt très monotâche. Et donc, je préférais quand même dédier, une fois après avoir développé des features, un peu de temps pour faire du code review, de manière à comme s'assurer que, voilà, on était à prendre un peu de recul. On travaillait sur une seule branche qu'on mergeait très fréquemment sur master. Mais ça, c'est vraiment le début de l'équipe. J'ai dû recruter un deuxième dev. Et donc, ce deuxième dev, nous, on l'a intégré en faisant beaucoup de pair programming, un peu de mob programming. Donc, dans la paire, soit c'était moi et le nouveau, soit c'était moi et mon premier dev. Soit où c'était les 2 autres devs, de manière à ce que, voilà, on tourne un peu dans les différentes, dans cette paire de devs.
Il a fallu que je recrute ensuite un troisième dev supplémentaire. Il y a eu le Covid, mais en fait, ça m'a pas vraiment empêché de recruter donc ce troisième dev. Pareil, on l'a intégré en faisant un peu de mob et beaucoup de pair programming. Globalement, on était quasiment tout le temps à 2 pairs. Et pareil, chacun des devs tournait. On se mélangeait régulièrement dans ces pairs de développement. Mais on avait des profils plutôt back que front et il y avait encore pas mal de boulot. Ce qui fait qu'on m'a demandé de recruter un 4e dev qui lui avait un profil plus front. Et donc comme ça, on était finalement au complet. Pareil, l'intégration. Même si lui était très front, on faisait quand même pas mal de pairs, ce qui nous permettait nous aussi, d'une certaine manière, de progresser sur une partie sur du front, sur laquelle on était certainement moins à l'aise. Côté mob code review, alors comment ça se passait? Comme je disais, on faisait beaucoup de pair programming, ce qui fait que ce que j'appellerais un stream de développement. Mais donc, au fur et à mesure que l'équipe a grossi, on a quand même souhaité conserver cette façon de faire du mob code review. Alors, de manière plus concrète, comment ça se passait? À chaque fois qu'on avait un des streams de développement qui avait quelque chose de terminé, on arrêtait l'ensemble de l'équipe. On avait quelqu'un qui présentait le code, qui expliquait ce qui avait été fait. Si on avait des petites modifications à faire, elles étaient faites à la volée, directement en live pendant la présentation. Et par contre, si on avait des choses plus impactantes, plus importantes, on avait quelqu'un qui avait son rôle de scribe, qui notait assez précisément ce qui avait été dit, qui pouvait préciser même exactement qu'est-ce que c'était à faire, dans quel fichier, à quelle ligne, de manière à ce que, ensuite, chacun des streams de développement puisse repartir, continuer ses features, que le stream de dev qui avait présenté son code puisse faire le fixe. Et quand le fixe avait été fait, en fait, on rarrêtait de nouveau l'ensemble de l'équipe. On vérifiait que ce qui avait été retravaillé, refactoré, correspondait à ce qu'on avait dit en première instance. Et quand c'était bon, on pouvait merger sur master, on livrait en recette et puis en production si nécessaire. Mais tout ça, ça s'est pas fait sans difficulté. Donc l'équipe a grossi et donc quand on était jusqu'à 2, 3, 4 devs, ça se passait plutôt bien. Parce qu'en faisant du pair programming, on avait toujours 2 streams de développement en parallèle. Par contre, quand on est passé à 4 développeurs, voire 5, en fait, le nombre de streams de développement a augmenté. En fait, au mieux, on était 2 pairs et quelqu'un tout seul, soit on avait une paire de devs et 3 devs. Ce qui fait que cette façon de s'arrêter pour montrer son code et vérifier que le refactor était correct, bah finalement, ça a fini par générer beaucoup de context switching. On avait le sentiment de tout le temps s'arrêter et d'être tout le temps interrompu dans ce qu'on faisait. Certaines sessions de mob programming, finalement, étaient relativement longues. Ça nous est arrivé de passer une demi-heure, 3 quarts d'heure, et en fait, au bout d'un certain temps, notre esprit, en fait, il est quand même moins concentré, et donc, ça se passait moins bien. Donc, globalement, on avait, à force, un peu le sentiment de perdre notre temps et de perdre en efficacité. Ce qui fait que, lors d'une rétrospective tech, donc une rétrospective tech, c'est la même chose qu'une rétro classique, sauf que c'est que entre devs et c'est dédié à faire de l'amélioration continue sur les pratiques de développement. Donc on s'est dit les choses suivantes. On s'est dit qu'au lieu de s'arrêter à n'importe quel moment, on allait dédier le début de la matinée pour faire ces sessions de mob code review et en début d'après-midi. Comme ça, on avait des plages fixes et prédictibles. Et on savait qu'on commençait une demi-journée par ça. Ensuite, pour chaque session, on définissait quelqu'un qui avait le rôle de timekeeper, qui s'assurait que globalement, on dépassait pas vraiment un quart d'heure de mob code review. Si jamais on arrivait à peu près à ces 15 minutes-là, en fait, on se pose la question, est-ce qu'on est encore dedans, est-ce qu'on a encore assez frais? Si c'était le cas, on pouvait continuer un petit peu, si on sentait qu'on était encore bien et qu'il y avait plus grand chose à faire. Mais si on sentait que voilà, il y avait encore trop de choses à faire, on disait stop,
et puis on remettait la suite sur la demi-journée suivante. Et on s'est dit qu'on allait se faire confiance, que les reviews de review, on n'allait plus les faire, que le stream des devs avec qui on s'était mis d'accord, Yassar travaillait, Yassar refactorait, pouvait le faire dans son coin, qu'elle pouvait merger sur master, et que le reste de l'équipe pouvait regarder a posteriori ce qui avait été fait, parce que globalement, on se mettait d'accord, il y avait rarement de surprises quand on faisait historiquement ces reviews de review. C'est comme ça que globalement, on a réussi à trouver un mode de fonctionnement optimal quand on est arrivé à 5 pour continuer à faire des mob code review. Alors, moi j'y vois différents avantages à faire des mob code review. Ce sont les suivants. On a un temps de vie des pull requests qui sont extrêmement réduits. Quand je disais que c'est émergé en 10 secondes, c'était à la fois une blague, mais c'est en fait réellement le cas. Vraiment, quand nous on avait tout fait, tout terminé, on ouvre notre PR, on l'a validé, on l'a mergé, c'était vraiment, on fait clic, 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 c'est terminé. Parce qu'en fait, on traite au fil de l'eau notre code review, et qu'on va merger très régulièrement sur un master, on va avoir des durées de vie de branches qui vont être très, 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 très courtes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que derrière, en termes de conflit de merge, on en avait quasiment jamais. Parce qu'on s'écarte jamais très très loin de master, on récupère très rapidement ce qui est développé par les autres devs. Et en fait, parce que tout le monde est présent lors de ces mob code review, en fait, si on devait se retrouver à devoir travailler sur des parties de code communes, en fait, on s'en rendait compte très vite. Et on pouvait s'organiser pour dire, ok, comment on va séparer les choses, on va s'attendre, plutôt que se marcher dessus et finalement se retrouver, comme j'ai pu vivre dans d'autres missions, des sessions de résolution de conflit de merge qui pouvaient prendre vraiment beaucoup de temps. Ça pouvait être, moi je me rappelle cette mission, il y avait à peu près une fois par sprint, quelqu'un qui était dédié pour une journée, globalement une journée, pour résoudre tous les conflits de merge. Là, on n'avait plus du tout ce genre de problème. En fait, en traitant, donc en ayant des moments vraiment dédiés dans tous les jours pour faire ça, donc l'effet d'avoir une colonne de tickets à review, ça disparaissait complètement parce que c'était quelque chose qui était vraiment sacralisé dans le temps, dans notre process de développement. Donc, ce qui fait qu'en termes de work in progress, en nombre de tickets qui étaient en cours de développement, on était quand même relativement limité et ça permettait de créer une certaine fluidité dans le travail. Ce qui fait qu'en termes, on faisait du contenu de delivery. On était capable, donc à chaque fois qu'on livrait son master, on livrait globalement en recette. Et si c'était bon, s'il n'y avait pas plusieurs tours côté métier, on pouvait livrer en prod. L'avantage que j'y vois, c'est que, en fait, en travaillant ensemble, ça nous a permis de nous aligner sur notre façon de travailler, de définir nos coding standards, de se mettre d'accord sur l'architecture, sur le nommage, sur tout ça. Parce que tout le monde participe au mob code review, en fait, tout le monde sait ce qui est développé. Souvent, on se retrouve dans d'autres cas où les gens travaillent dans leur coin, on ne sait pas trop ce qui est fait, on entend, on fait lors des grooming, on entend parler, mais après on oublie. Là, en fait, tout le monde voit ce qui est fait, tout au moins lors de ces sessions de mob code review. Ça permet d'avoir une polyvalence de tous les membres de l'équipe. En fait, là, pour le coup, on tend à réduire fortement le bus factor. Globalement, si quelqu'un partait en congé et qu'il y avait des évolutions à faire là-dessus, c'est pas un problème pour que quelqu'un puisse reprendre le travail. Et pareil, même si ça nous est pas arrivé à ce moment-là, en fait, on réduit considérablement le risque de se retrouver sur un bout de code où on se dit, en fait, la personne est partie, personne n'a travaillé dessus, personne ne sait comment ça a été fait, il va falloir refaire un peu d'archéologie pour comprendre comment ça a été fait. En termes d'onboarding, c'est un truc qui est globalement hyper efficace parce que les gens ils permettent de rentrer d'un point de vue technique et fonctionnel sur l'ensemble de l'application. Il y a quand même quelques prérequis pour faire du mob code review. Donc il faut être libre dans ces process de développement. On est là pour travailler sur nos projets.
pour délivrer des features de manière rapide, sans bug, et qui correspondent à ce qui est demandé. Mais je pense qu'on est aussi responsable dans la façon dont on va travailler de manière efficace. Il faut qu'en termes de sécurité psychologique dans l'équipe, avoir une sécurité qui soit importante. On va présenter du code à tout le monde, il faut être à l'aise avec ça. Et pareil, on est là aussi pour aller chercher, challenger ce qui a été produit par les autres. Et donc, il faut être à l'aise aussi d'aller proposer des choses sur des améliorations. Ce qui veut dire que l'egoless programming est indispensable. Egoless programming, c'est quoi? C'est on est là pour critiquer le code, pas les gens. De la même manière, la façon, vraiment la forme, dans la façon dont on va s'exprimer va être extrêmement importante de manière à ce que les choses passent correctement et éviter toute forme de violence verbale. Il faut que tout le monde joue le jeu, parce que si on a une ou deux personnes qui participent pas à ces sessions-là, en fait, tous les avantages dont je vous ai parlé avant, en fait, ils tendent à disparaître. Pourquoi ça marchait? Comme je disais, c'est moi qui ai recruté l'équipe, donc j'ai pu choisir des personnes qui semblaient ouvertes à ça. J'avais pas d'autres devs, d'anciens devs qui étaient dans des pratiques ou dans un mode de pensée complètement immobiliste par rapport à tout ça. J'ai eu de la chance parce que entre ce que j'imaginais au moment du recrutement et tout ce qui s'est passé, ça s'est bien passé. Ça a pu se passer complètement différemment. J'avais la confiance du client, lui il me laissait faire organiser mon équipe, mettre des process de développement que je voulais. Il m'a jamais dit de faire comme ci ou de ne pas faire comme ça. En même temps, à partir du moment où on était capable de livrer très très régulièrement des nouvelles fonctionnalités au métier, au PO, et que globalement ils n'avaient pas grand chose à redire, côté client, ils n'avaient pas non plus la sensation de dire ok, il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir que je mette mon nez dans la façon dont ils travaillent. Et ensuite, on a eu le droit, on a eu le droit à l'erreur. Comme je disais, au fur et à mesure où l'équipe a grossi, on a eu quelques difficultés, mais on nous a quand même laissé itérer et essayer de continuer à travailler pour s'adapter et conserver ce mode de code review. Pourquoi ça ne marcherait pas? En fait, dans le cas de l'open source, parce que en fait, il y a peu de personnes qui décident ce qu'on merge. On travaille sur notre temps perso, on travaille distribué dans le temps et dans l'espace. En gros, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait tous les jours en mission. Si chacun bosse dans son coin de manière isolée, ça marche pas très bien. Le mode programming, c'est un travail collaboratif. Faut avoir envie de travailler ensemble. Si on s'intéresse pas à ce que font les autres, on va pas avoir envie de participer au mode code review. Et puis on va peut-être pas être on va pas être très enclin, ou on n'aura pas beaucoup d'idées pour aller challenger ce qui est fait. En conclusion, moi je trouve que le mob programming c'est quelque chose mob code review c'est quelque chose qui était hyper efficace pour l'onboarding de chacun de mes devs, pour qu'ils découvrent très rapidement comment était architecturée l'application, découvrir le fonctionnel, beaucoup plus que si on les avait laissés sur tiens développe ce truc, ce petit truc dans ton coin. Comme je disais, c'est quelque chose que j'ai mis en place lors du Covid. J'avais un certain nombre de devs qui étaient seuls dans un studio, et le fait de se retrouver au moins une fois par demi-journée ensemble, ils se sentaient globalement moins seuls. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qui a aussi permis d'apprendre à se connaître, même si on était finalement distribués. Il y a certains devs qu'on a rencontrés que plusieurs mois après, ça a permis, je pense, de créer un sentiment de cohésion et d'équipe qu'on a peut-être moins eu si on avait été vraiment en asynchrone et de manière plus isolée. Moi, en termes de posture, de tech lead, moi, ça m'a appris à apprendre de mon équipe, de voir comment eux ils font. Ça m'a permis de progresser dans ma posture de tech lead et de vous faire ce retour d'expérience aujourd'hui. Enfin, moi, ça m'a permis de partir de l'équipe serein, parce que je savais que globalement l'équipe était alignée sur ses pratiques, connaissait l'ensemble du code. Donc, j'avais su me rendre dispensable. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si jamais vous avez des feedbacks, vous avez le QR code, je serais ravi de prendre de critiques, quelles que soient. Merci à vous.
On a le temps pour quelques questions. Une heure. Oui. Alors moi je m'interrogeais parce que ça va être plutôt une très bonne pratique pour livrer du code documenté, mais j'ai l'impression quand même qu'il faut un peu de temps de faire ça de chacun, surtout si vous vous présentez à toute l'équipe. Et comment on peut faire ça dans des conditions où est-ce qu'on nous demande peut-être moins du code de qualité, plutôt du code rapide, on veut des choses tout de suite. Ça c'est pas très bien fait, on veut tout de suite. Moi, comment vous pouvez appliquer ça pour essayer d'apporter cette qualité tout en essayant de garder cette rapidité de ce qu'on veut? Alors, si je comprends ta question, c'est comment, a priori, c'est quelque chose qui prend du temps, et dans le cas où on a envie d'aller vite, est-ce que c'est pas contradictoire? Alors, on pourrait imaginer que oui. Après, moi, aujourd'hui, je suis plus dans cette mission-là, je suis dans un autre contexte où on fait vraiment des pull requests à classique, et par contre, ça prend extrêmement de temps. Parce qu'à chaque fois, comme je disais, on n'aime pas faire ça, les code review. Donc, faut râler pour que les gens le fassent. Ils vont prendre plus ou moins de temps. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, en fait, globalement, bah, quand on le fait ensemble, on a l'impression qu'on mobilise. Enfin, on mobilise toute l'équipe, mais au moins ça avance. Et d'une manière ou d'une autre, ça j'en parlerai peut-être un jour quand je ferai notre talk, ça permet d'aligner tout le monde. C'est-à-dire que globalement, quand on fait le code review, en fait, il y a beaucoup moins de surprises. Quand chacun fait bosse de son côté, bah, finalement, on peut se retrouver. Moi, j'ai déjà vécu ça. En fait, quelqu'un fait quelque chose, puis quelqu'un va faire des commentaires et puis il va dire bah non, il faut faire complètement différemment, et puis notre personne va passer derrière, soit en code review sur la NPR, soit plus tard sur une évolution du truc, il va faire complètement différemment, et finalement parce que ce mode de pratique, parmi d'autres en fait, vous permet d'aligner l'équipe, en fait on va se retrouver avec un temps de relecture qui va être beaucoup plus évident, parce qu'on va s'attendre, on sera beaucoup plus aligné, quand on lira le truc, ça sera beaucoup plus fluide, ça sera évident. Je sais qu'à terme, nous, en termes d'estimation, en fait, on était globalement tous à estimer la même chose. Il n'y avait plus vraiment de débat. Parce que ça, parmi d'autres pratiques, ça permet d'aligner les gens. Et in fine, en fait, on se rend compte que quand tout est plus simple, en termes de prédictibilité sur ce qu'on faisait, bah, on était beaucoup plus précis que quand chacun bosse de manière plus hétérogène. Dernière question, peut-être? Oui. Alors, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas une limite de taille? Moi j'ai fait ça avec on était 5, ça a marché globalement bien. Je pense qu'au-delà ça va devenir compliqué, parce que en fait on sait aussi que même lors des sessions de mock code review, il y a la personne qui est présente et toujours à peu près les mêmes personnes qui vont proposer des choses. Et donc globalement le reste de l'équipe tend à être un peu plus passive, et je pense que plus on va être nombreux, plus cette passivité va être, on va perdre en efficacité. Donc oui, j'ai pas à tester sur plus gros. Et après, comment on fait sur des équipes plus grosses, je l'ai pas fait, je peux pas le dire. Après, on peut imaginer de resplitter ou autre. Enfin, mais au moins, ça permettait, dans ce contexte-là, nous, ça nous permettait d'aller vraiment extrêmement vite, globalement.